OK. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On commence le live. Bonjour Sophia. Bonjour Sophia. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Sophia, s'il te plaît? Dans le chat. Super. Donc OK, en attendant que Sophia se présente, moi j'en profitais pour me présenter. On va commencer officiellement, hein. Il est 11h02. On est déjà un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. On a 1 heure devant nous. Je vais me présenter, je m'appelle Julien Martinez, je suis infirmier en pratique avancée avec, la spécialité psychiatrie santé mentale. J'ai travaillé, notamment dans des secteurs d'entrée, notamment à Lyon. Maintenant, je suis à Clermont-Ferrand. Je travaille dans un centre d'expertise. Heu, à Lyon, j'ai pu, bonjour Sandra, bonjour, je suis content de te voir, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter aussi rapidement dans le chat, s'il te plaît? Merci. Juste pour, vous dire très rapidement, donc j'ai commencé, ma carrière en psychiatrie, à Lyon, il y a déjà quelques années, et en 2021, j'ai eu l'occasion de faire des consultations infirmières en addictologie, vraiment spécialisées chemsex pour, le compte de l'association, AIDS, que vous connaissez peut-être, hein, l'association AIDS, association de lutte contre le sida, mais aussi de support dans les consommations de produits psychoactifs, hein, c'est plus que le sida maintenant. Donc l'association AIDS de Lyon. Et c'est là où j'ai pu vraiment bosser sur la question du chemsex. Alors j'ai eu la chance donc de faire les consultes en individuel, clinicien classique, hein, en face à face, et aussi de participer. Je dis plutôt participer parce que même si j'étais un peu animateur, c'était surtout la personne concernée qui était responsable du groupe qui, elle, était vraiment, moteur. Je dis participer à un groupe de support de chemsexeurs qui a lieu, 2 jeudis dans le mois, le soir, où vraiment l'idée, c'est que les chemsexeurs se réunissent entre eux. Alors parfois, ils tolèrent la présence d'un infirmier comme moi, mais sinon ils se réunissent entre eux et puis donc ils s'apportent du soutien, de l'échange, de la discussion autour du produit, autour de la réduction des risques et des dommages, en tout cas de leur savoir expérientiel. Donc je vais présenter les autres, hein, même si vous pouvez lire. Donc, je vois que Sophia, tu es infirmière sur une équipe ELSA en Vendée, super. DU Addicto, super. Repérage d'addictions sexuelles lors de la prise en charge d'autres addictions. Ah, effectivement, vaste débat, vaste débat. Alors, d'autant plus que alors, moi, je travaille en CRIAFS actuellement. C'est le centre de ressources pour les intervenants, donc qui interviennent auprès des auteurs de violences sexuelles. On parle pas mal de la violence sexuelle, mais aussi des addictions sexuelles. Sandra, même si je te connais, je vais te représenter, même si je pense que beaucoup de gens te connaissent, hein, et c'est plutôt cool. Heu, une infirmière, rétablie, oui, de tes conduites addictives depuis 2016, patiente experte addiction, certifiée, hein, je pense que c'est important de le préciser aussi, depuis 2020. Oui, félicitations, Sandra, puisque tu es, IPA maintenant, toi aussi, et c'est vraiment cool. Heu et donc on a Lucie, qui est à côté en fait, hein, je vous le dis, mais est-ce que les usagers du chemsex sont déjà des usagers de stupéfiants ou existe-t-il des profils de personnes non usagères qui entrent dans la consommation via la pratique du chemsex? Excellente question. En fait, la question, moi, ce que j'entends, c'est est-ce que le chemsex, c'est un marchepied vers, une addiction ou est-ce que, les gens consommaient déjà avant? C'est une vraie question. Je pense qu'il faut défocus là, dézoomer et puis voir un petit peu, ce qui se passe au niveau de la communauté HSH. Heu la communauté HSH, donc je précise, c'est la communauté des hommes qui font du sexe avec les hommes. Ça regroupe tout, hein, ça regroupe les homos curieux, enfin les homos curieux, les homos, les bi, les hétéros curieux, je suis hétéro, je couche avec un gars mais j'ose pas trop, machin, bon. Ça regroupe tout le monde, tous les mecs qui ont des rapports sexuels avec les mecs. Donc dans cette, population-là, qui est hyper hétérogène en fait, on trouve pas trop de réponses. Par contre effectivement, ce qu'on sait, c'est que dans la communauté queer, donc LGBT, I, heu, globalement, il y a une culture de la consommation du produit. Voilà. Donc globalement, c'est des gens,
on peut imaginer qu'il y avait une consommation avant, aussi bien d'alcool que de cannabis, que de cocaïne, mais une consommation qui n'était pas forcément une consommation à risque. Enfin moi en tout cas, sur les études que j'ai pu lire pour l'instant, il n'y a pas de lien hyper précis. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, pour parler un peu de ça, dans la communauté HSH, donc dans ce groupe un peu hétérogène, il y a 30 des des HSH en fait, en gros, qui sont chemsexeurs, qui ont une consommation avec un échappement. Voilà, une consommation vraiment problématique, entre 20 et 30. Et dans la communauté, globale des LGBTI, plutôt chez les hommes, hein, dans la communauté des HSH, il y a 30 de chemsexeurs. Donc on peut dire 30%, quoi, hein, en très très gros. Euh, Après, être chemsexeur, il y a des chemsexeurs heureux, comme on dit, et ils ne sont pas tous dans l'échappement de la consommation, heureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne crois pas trop. Euh, Après, les profils de polyconsommation, c'est particulier parce que c'est des polyconsommations, mais de produits estampillés culturellement chemsex. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas consommer de l'alcool avec. Ça, ils savent qu'ils ne vont pas consommer. Ils savent qu'il y a des interactions médicamenteuses, enfin, des interactions moléculaires assez graves. Donc, globalement, les chemsexeurs, ils vont pas consommer d'alcool, par exemple, avec leurs produits. Ils vont plutôt consommer des produits du chemsex, donc par exemple GHB ou GBL avec des catinones. Ça, c'est le classico, par exemple, hein. Mais ils vont pas mélanger les cultures produits, si j'ose dire. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, mais oui, oui, oui. Je sais pas si vous entendiez, il y a un chat, c'était ça le bruit, c'était le chat qui. Ok, merci. Euh, J'attends vos questions dans le chat. Moi, j'en profitais pour vous en poser une. En attendant, est-ce que vous, je pense à Sophia et à Sandra, surtout, est-ce que vous voyez des chemsexeurs ou vous en voyez pas trop? Parce que je sais que moi, mis à part chez Eds, euh, même si on sait qu'il y en a, hein, ok. Bah, t'en vois, toi, Sophia, des chemsexeurs dans ton service? Parce que c'est pas si clair que ça, en fait, hein, j'ai l'impression, hein. T'en vois pas du tout, ok. Je pense qu'on en voit principalement au service d'urgence classique. Et, et alors, oui, alors je lis le message de Sandra. Au Carud, la thématique est peu abordée par les usagers. Ils ont tendance à aller plus vers AIDS pour cette thématique. Faire un atelier de sensibilisation IPA sur le Carud pourrait être bien. Est-ce qu'il y a des outils pour faire ce type d'atelier? Oui, il y a plein d'outils. Bah oui. Alors, pour reprendre depuis un peu le début, tu as bien identifié les choses, Sandra. Alors, je sais qu'à Lyon, le CARUD collabore avec AIDS, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, les deux travaillent ensemble. Et au CARUD, Post Diabolo, pour ne pas les nommer, ils ont développé un temps, un temps chemsexeur. En fait, eux, ce qu'ils avaient remarqué, constaté, c'est que le carud, effectivement, c'est des populations qui ne sont pas celles des chemsexeurs. C'est une population particulière, les chemsexeurs, comme la population des femmes consommatrices aussi, hein. Et au carud, il s'était dit, ben voilà, notre population de consommateurs, c'est un peu toujours les mêmes. Et en fait, il n'y a pas forcément d'espace pour les autres. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par déjà voir quels étaient les produits dont les chemsexuels auraient besoin pour la réduction des risques et des dommages. Et ils ont fait un peu un stand, voilà, ils ont favorisé ça. Je pense notamment à du gel lubrifiant pour des pratiques, on va dire, extrêmes. Donc ça, ils en ont proposé, ils ont commencé à en proposer, ils ont commencé à proposer des préservatifs aussi skinny, parce que c'est vrai que c'était quelque chose où finalement, c'était pas forcément adapté les préservatifs. Quand les gens en mettaient, ils voulaient pas des préservatifs épais, ils voulaient plutôt des préservatifs, pardon, et fins de qualité. Donc ils ont commencé à en mettre. Et après, ils ont commencé à mettre vraiment des espaces temporels dans le carud pour les chemsexeurs, pour que ce soit vraiment un moment dans le carud à eux. Et ensuite, ils ont vraiment aussi mis l'accent sur le testing produit.
parce que ça, le CARUD le propose aussi. Et donc, ce qui fait qu'ils ont commencé à avoir une population de camsécesseurs qui vient de manière très régulière et qui sont des habitués du CARUD aussi. Donc, oui, non seulement tu peux faire un atelier de sensibilisation, non seulement tu peux faire ça, mais tu peux, en plus, toi aussi, je pense, développer une population de chemsexeurs dans le CARUD, surtout qu'il se passe le message et finalement, ça peut aller très rapidement après, hein. Et donc, comme ça, il y a une collaboration avec AIDS où les usagers circulent d'un lieu à l'autre selon leurs besoins. C'est pas les mêmes choses qui sont faites, mais du coup, c'est assez complémentaire. Les outils, alors, il faudrait voir du côté. Je sais que chez ils font ça, ils ont un bras, tu sais, un bras en plastique, comme à l'IFSI, hein, comme en institut de formation infirmier, pour apprendre à s'injecter. Voilà, donc ça, c'est les formations d'aide à l'injection, pour s'injecter proprement, pour pas prendre de risques. Ça, c'est un truc. Oui, tu peux proposer à ton collègue qui est bénévole chez AIDS. Euh, parce qu'effectivement, l'info elle circule super vite. Souvent chez AIDS en plus, les gens ils attendent pour de la prévention, pour une rencontre avec les volontaires ou les acteurs de chez AIDS. Ils attendent aussi pour un test. Et donc du coup, il y a des flyers à côté et puis ils lisent toujours les flyers. Donc là, ça peut être intéressant. Et effectivement, le bras en plastique, là, donc la Airly, pour moi, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est hyper intéressant, c'est le premier step. Alors, ça peut être la Airly, mais ça peut être aussi donc, vraiment de la réduction des risques et des dommages. Ça peut être un atelier de sensibilisation sur un truc très vaste. Tu peux parler des produits, en disant, bah voilà, un produit que je connais pas, ben, je consomme que la moitié du produit, je teste un petit peu avant d'essayer une dose classique, je fais tester mon produit avant, euh, une seringue, une injection, enfin voilà, finalement des classiques. Ça, on peut facilement le déployer sur un atelier. Je pense aussi au roule à paille. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'injection, il n'y a pas que les slammers, on appelle ça. Il y a aussi tout ce qui est sniff, donc par le nez, où les gens font pas vraiment forcément attention, hein, ils prennent toujours la même paille. Là, on peut aussi en passer. Et puis aussi, on peut échanger avec les participants à l'atelier bah, sur d'autres sujets, comme le consentement, sur bah, voilà, où t'en es de ta consommation. Ça peut aussi être quelque chose de plus vaste avec le groupe de parole. Ça peut être aussi un moment de discussion et d'échange. Mais en tout cas, oui, oui, c'est vrai. Alors, le problème de faire tester le produit avant, c'est le délai de réponse, c'est vrai. Tu as raison. Alors, il y en a certains qui peuvent attendre euh, parce qu'ils font du chemsex une fois dans le mois, tu vois. Donc, ils vont se dire, allez, j'achète mon produit, euh, je le reçois chez moi, je sais pas, moi j'ai plusieurs dizaines de grammes parfois, hein, c'est ce qu'ils rapportent. Ils font tester, ils savent ce qu'ils ont, ils peuvent en garder à la maison sans tout défoncer le paquet, et ça se passe bien. Bon, globalement, pour eux, ils testent le produit, ils sont encore plus en sécurité. Les autres, c'est plus compliqué parce qu'il y en a certains, dès qu'ils ont le produit, ils peuvent pas s'empêcher de le consommer. Effectivement, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et de plus en plus, on a des dealers de rue. Hein, avant, il y avait encore une temporalité avec 24, 48, 72 heures livraison à domicile, mais par courrier, par sous pli discret. Maintenant, ça peut être des dealers, comme je dis, dans la rue. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de testing produit. Euh, Dans ce cas-là, il faut vraiment dire aux gens si le produit, vous ne le connaissez pas, vous en consommez qu'une toute petite dose, juste pour tester, juste pour voir si vous n'êtes pas allergique ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, au maximum que la moitié de la dose. Voilà, ça c'est souvent le conseil qui est dit. Euh, mais c'est vrai, tu as raison. Tester le produit, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Et puis les sites, ils racontent souvent n'importe quoi. C'est-à-dire que même les sites qui ont pignon sur rue, je me souviens en 2023, ils ont arrêté la 3-MMC puisqu'elle est devenue illégale, hein, interdite en France. Il y avait quand même des produits estampillés et vendus comme tels, MMC, qui n'en étaient pas et qui étaient déjà une modification. Donc, faut faire hyper attention. Faut faire hyper attention, effectivement. Pour répondre de nouveau à Sandra, effectivement, tu essaies de te rapprocher des associations comme AIDS, mais pas seulement. Il y a aussi, je sais pas où tu habites en fait, Sandra, mais il y a peut-être des centres de santé communautaire qui sont plutôt dédiés aux personnes LGBT, qui sont plutôt dédiés voilà, à ce genre de population,
parce qu'il y a justement des besoins en santé précis et peut-être qu'eux aussi font déjà des choses. Mais dans tous les cas, le CARUD a complètement sa légitimité, d'autant plus que vous avez vraiment le côté expérientiel et le côté réduction des risques et des dommages, et moins le côté, excusez-moi du terme, hein, ça veut pas dire que les autres ils l'ont, mais c'est pas bien, il faut arrêter, quoi. Alors peut-être que, ouais, Saint-Nazaire, parce que alors peut-être qu'à Nantes, ils ont des gros centres comme ça de santé communautaire. Saint-Nazaire, je sais pas, je connais pas. Mais enfin, j'imagine que c'est très beau là-bas. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à faire là-bas, effectivement, hein. Euh, Moi, je te dis, si tu peux déjà commencer par de la RLI. Alors d'autant plus que je sais pas si toi tu vois, Sandra, parce que Sophia, j'imagine que toi tu les vois, les patients en entretien, en équipe ELSA. Mais toi, je ne sais pas si tu fais des entretiens beaucoup avec eux, quels sont leurs besoins en fait finalement. Donc je ne sais pas si tu fais du suivi clinique, addicto, comme moi j'en fais, avec des sevrages, des choses comme ça. Mais moi je sais que ça m'a bien enrichi ma clinique de voir les patients en face à face. Et alors en plus, ce qui était vraiment dingue, c'est de les voir en fait en réunion de support. Et ça, en fait, déjà, ils me voient parce que ça, c'est hyper intéressant aussi, ça, je vais vous en parler. Le fait que vous puissiez organiser des groupes, euh, 8 entretiens par jour, ouais, bah voilà, donc tu vois, Et effectivement, alors toi, Sophia, tu m'as dit, il n'y avait pas de chemsexeur, donc forcément, ils ne vont pas forcément t'en parler. Euh, mais, euh, mais en groupe, pour revenir là-dessus, si vous réussissez à faire enfin, un groupe de parole d'autosupport chemsexeur, c'est top. C'est top parce qu'en fait, ça vous permet de tout savoir. Ça vous permet de savoir comment, après, conduire l'entretien individuel. Et puis en plus, surtout, il y a un truc. C'est que par moment, j'avais des périodes de flottement où j'avais pas de patients qui venaient me voir en individuel. Et en fait, c'est vrai que c'est bête, hein, parce qu'il y avait les animateurs de chez AIDS, donc les usagers venaient, ils venaient récupérer les seringues, voilà, pour la réduction des risques et des dommages. On leur disait, ouais, il y a Julien, on a fait un addicto, tu dois venir le voir et tout, nanana. Puis les mecs, ils venaient pas trop. Et en fait, ils venaient plutôt au groupe de parole parce qu'il y avait d'autres chemsexeurs. Ils étaient plutôt entre eux en communauté. Et quand ils ont vu ma gueule, bon, déjà, je pense que ça les a rassurés. Hein, ils ont vu que j'avais pas la bouche blanche, machin et tout. Et donc, du coup, c'est vrai que finalement, après, tous mes créneaux étaient remplis parce qu'ils savaient qu'il y avait le groupe de parole. Je pouvais travailler ce qui s'était dit dans le groupe de parole avec eux, en tout cas de ce que eux, ils avaient dit. J'avais de la matière. Bon, ils savaient qui j'étais et ça rassurait vachement, en fait. Donc cette émulation, elle est positive. Et je pense que à mon avis, hein, le bon marchepied au début, c'est le groupe de parole. Euh, je regarde ce qui est écrit dans le chat. Sandra, j'ai une permanence sur le Carud un mois, sur le Carud et des entretiens d'accompagnement global, plus renouvellement que ça pas Carud, 3 jours par semaine. 3 par mois, pardon, permanence Carud, une par mois sensibilisation Carud. Ouais. Ouais, donc c'est hyper complet en fait, hein. Effectivement, tu peux. Il faudrait voir. Enfin, moi, je pense, Sandra, que tu peux vraiment avoir une population de chemsexeurs. D'autant plus que les chemsexeurs, c'est pas que Paris, c'est pas que Lyon, c'est pas que Marseille, c'est pas que les grandes villes. Il y a un vrai problème de santé publique des chemsexeurs euh, en dehors des grandes villes. Voilà, les villes de taille moyenne, les villes de petite taille, les villages, les campagnes, où en fait ils peuvent se procurer le produit. Finalement, ils ne peuvent pas forcément trop relationner avec d'autres gens parce qu'ils sont très seuls, hein, vraiment la question de la solitude gay, où les gens sont isolés, et en plus ils consomment du produit tout seuls. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Je pense que Chemsex, on a trop axé sur les grandes villes, voilà, mais en fait, tout le reste, c'est vraiment l'angle mort. Donc je pense que vraiment, il y a un truc à faire. Et, alors, Sophia, tu dis non, mais je suis en recherche de patients addicts sexuels, mais c'est très compliqué car les patients ont des sentiments de honte. Alors, oui, tout à fait. Euh, Tout à fait. Alors, peut-être que là, alors, mais ça, c'est moins chemsex, ça, parce que finalement, le chemsex, il y a effectivement la question d'addiction sexuelle, mais c'est pas hyper clair parce qu'il y a la question de la consommation quand même en sous-jacent. Donc, euh, moi, enfin, je dis qu'il faut être très vigilant, il faut tout traiter de toute façon, mais il ne faut pas forcément traiter la question d'addiction sexuelle tout de suite le plus souvent, il faudrait que je regarde des études là-dessus, mais je pense pas dire un mensonge en disant que il y a d'abord la question du produit à traiter. Si c'est une addiction sexuelle entre guillemets essentielle ou simple, alors effectivement, je ne sais pas si tu poses, toi, Sophia, déjà des questions sur la sexualité des patients en entretien. Ah, tu t'es questionné et tu as eu un patient qui prenait tous les produits du chemsexeur et ne se déclarait pas chemsexeur. Euh, Est-ce qu'il consommait en groupe ou est-ce qu'il consommait seul? En groupe ou à deux, quoi.
Je pose la question à Sophia, sachant que bon, un chemsexeur, si, il fait ça seul, ça reste un chemsexeur. Heu, oui, la question des co-addictions. Ouais, 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 ouais. Il consommait seul vers la fin, oui. Alors, merci de le dire. Effectivement, je vais te dire une aparté, c'est qu'il a commencé en soirée, voilà, bah, c'est ça. Souvent, le chemsex, il y a une sorte de dicton, dicton des chemsexeurs qui dit, quand on commence le chemsex, on on consomme, heu, pour avoir des rapports sexuels, voilà, aussi fun soit-il. Ensuite, on consomme, enfin, donc d'abord on consomme pour avoir des rapports sexuels. Ensuite, on a les rapports sexuels pour consommer, parce qu'en fait finalement le produit nous manque, donc on va aller euh, dans voilà dans du sexe en groupe ou dans des rendez-vous comme ça pour pouvoir consommer un petit peu de produit. Et à la fin, on consomme sans rapport sexuel. Voilà, c'est vraiment ça un peu le. Enfin, c'est pas la ligne de tout le monde, mais en gros, dans les échelons des consommations, donc 10 à 30% des gens, euh, selon les chiffres, effectivement, quand il y a un échelon de la consommation, à la fin, on va même finir par consommer tout seul. Euh, et donc, après, est-ce qu'il se considère comme sexeur ou pas? euh, Je ne sais pas si ça a son importance, je pense que oui, parce que ça permet aussi d'observer les choses. Mais après, il faut voir où est-ce que lui, il en est, effectivement. Et en fait, j'ai presque envie de dire, le plus important, c'est est-ce qu'il se considère au moins comme dans un échappement de sa consommation ou pas. Ça, c'est, euh, c'est peut-être ça le fond du truc. Mais j'ai perdu mon fil parce que je voulais te dire autre chose aussi, Sophia. Euh, oui, pour les patients qui sont addicts sexuels, tu leur poses des questions des co-consommations de produits, ok? Est-ce que tu leur poses des questions sur, sur comment dire? Est-ce que tu leur poses des questions sur la santé sexuelle, d'une manière générale? Et j'essaie de vous trouver quelque chose. Il est parti en cure, ok, c'est cool. Euh, mais est-ce que tu poses des questions, toi, d'une manière générale, à tes patients, si tu veux dépister un peu les addictions sexuelles, sur la santé sexuelle? Ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce que tu sais pas trop quelles questions poser? C'est ça, parce qu'en fait, il y a un truc. euh, Moi, ce que je fais quand je peux, je pose deux, trois questions, et déjà sur la santé sexuelle, mais d'une manière avec les patients en général, hein, euh, sur, bah voilà, euh, est-ce que vous avez des partenaires, un ou plusieurs partenaires, est-ce que vous avez eu un, j'utilise les 5 P en fait, hein, ok. Euh, si tu te sens d'essayer, après je sais que c'est compliqué, mais si tu te sens d'essayer, essaye de poser des questions sur, bah voilà, est-ce que vous avez un ou plusieurs partenaires. Bah oui, voilà, mais c'est déjà vachement bien ce que tu fais, hein. Effectivement, si tu arrives quand même à déceler ça, et c'est repérages le plus difficile, hein. C'est repérage le plus difficile parce que il y a des gens, enfin, les rapports sexuels, c'est pas un truc, voilà, c'est pas dans les livres, c'est pas 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, une fois par semaine, et puis tu as un critère d'addiction ou pas. Donc effectivement, il faut voir aussi, là aussi, s'il y a un échappement dans la consommation, s'il y a des prises de risques. Moi, ce que je fais, c'est les 5 P souvent. Je parle des partenaires, je parle des. L'autre P, c'est la prévention des IST. Donc, est-ce que vous avez eu des IST dans l'année? C'est un bon marqueur, ça. Comment vous protégez? Est-ce que vous prenez la PrEP ou pas, le préservatif? Voilà. Euh, la prévention de la contraception. Voilà. Projet de parentalité aussi, j'en parle, hein, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, parce que ça permet de savoir aussi un peu où ils en sont. Et ça ne parle pas que d'addiction sexuelle, mais aussi de la santé sexuelle en général. Et puis aussi le passé. C'est le dernier P, le passé. Donc le passé, c'est quoi? Bah, c'est passé antécédent. Et aussi en termes de violence domestique, violence sexuelle dans le passé. Est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles dans le passé? Donc ça, déjà, ça permet de brosser un tableau qui n'est pas forcément dans l'addiction, mais moi, que je trouve qui donne des marqueurs, tu vois. Et puis après, dans le chemsex, mais même dans d'autres consommations de produits psychoactifs dans un contexte sexuel, hein, mais typiquement dans le chemsex, c'est une question que je pose tout le temps. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel sans le produit?
Voilà. Donc c'est quand la dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel sans le produit? Et là, alors soit ils me disent: «Bah, en fait, oui, je consomme depuis 3 ans, mais en fait, la dernière fois, c'était il y a 1 mois et puis en fait, tous les mois, j'ai des rapports sexuels sans le produit». Bon, là, c'est quand même un bon marqueur qu'il arrive à se détacher du produit pour quand même avoir des rapports sexuels. Par contre, s'il me dit: «Ah ouais, bah, je m'en souviens plus» et ça arrive, très, très souvent, ils sont là: «Ah ouais», ben, ils réfléchissent et: «Ah ouais, non, je m'en souviens plus. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois où j'ai un rapport sexuel sans produit». Là, on peut se dire déjà qu'il y a peut-être un problème. Et après, tu poses la question, ben, est-ce que c'est un problème pour vous? Et là, ils vont peut-être dire oui, ils vont peut-être dire non. Voilà. Puis après, c'est le cycle de Prochaska di Clemente, hein, tu vois, où est-ce qu'ils en sont, pré-contemplation, hein, hein. Mais ça peut être un bon marqueur. Après, et là aussi, ça peut être aussi un bon marqueur pour parler de la sexualité. Ou pour l'envoyer aussi vers un sexologue. Enfin, parce que ça aussi, ça peut être pas mal. Moi, j'envoie, enfin, ça, je sais pas faire, hein, donc ça, j'envoie vers un sexologue aussi. Chez Aide, il y en a un. Donc, quand il me pose des questions plus sur la sexualité, sur l'acte sexuel, sur comment on fait pour reprendre du plaisir, tout ça, pour un peu redécouvrir son corps, moi j'envoie directement vers Laurent, qui est sexologue, et donc du coup c'est pas mal parce qu'on bosse comme ça en pluridisciplinarité. Par contre, ce ne sont pas les produits de chemsexeur. Alors oui, alors globalement, le chemsex, c'est quand même une définition restreinte. Ça, on va être honnête. Ça appartient à la culture HSH et gay, de manière générale, avec des produits très spécifiques. Et comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on a fumé un joint, ou on a bu une bière avant d'avoir un rapport sexuel pour se donner du courage, qu'on est des chemsexeurs et des chemsexeuses. Ça, on est bien d'accord. Euh, Globalement, il y a un mouvement qui tend à dire oui, le chemsex arrive chez les hétéros. Ce qui, il n'y a aucun argument pour le dire pour l'instant. Il n'y a aucun argument pour le dire, si ce n'est de, d'inquiéter les fous, je sais pas, mais non, c'est pas le cas. Par contre, effectivement, parce que c'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes motivations, c'est pas la même culture, c'est pas voilà, donc c'est pas la même chose. Par contre, chez une personne, je vais te répondre Sandra. Par contre, chez une personne, on va dire qui est plutôt hétérosexuelle, voilà, et qui a une consommation de produits qui ne sont pas les produits du chemsex, donc ça peut être alcool, cannabis, et qui ont, des consommations, sexuelles aussi, des prises de risques. Heu, Ça, ça existe, mais je pense que c'est pas le même angle d'attaque sur le plan thérapeutique, je pense. La question, c'est de voir aussi, est-ce que c'est pas le produit qui les désinhibe et qui leur font faire des prises de risques sexuels? Est-ce que c'est une recherche de prise de risque sexuelle et qu'il y a une addiction au produit à côté? Hem, alors d'ailleurs aussi, alors, un truc aussi, mais aussi bien pour les chemsexeurs que tous les autres en fait, hein. Je pose toujours la question, mais ça c'est l'IPA en psychiatrie santé mentale qui parle, mais je dépiste le trouble thymique et en fait, ça, il faudra faire une étude là-dessus un jour, il faudra vraiment étudier ça sérieusement, mais globalement, la réponse est toujours oui. Il y a toujours un trouble thymique ou un trouble de personnalité type état limite sous-jacent. Enfin toujours. En tout cas, dans une grande majorité. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont un trouble de l'attention, qui n'a pas été traité dans l'enfance, qui n'est pas encore traité à l'âge adulte. Heu, donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs sur le plan psychiatrique qu'on peut voir avec les gens. Parfois, l'échappement de la consommation, alors aussi bien les chemsex que les autres, hein, ça peut être une dépression, mais aussi bien les autres. Enfin, tu as des hypersexualités aussi dans les troubles dépressifs, hein. On dit souvent: «Oui, la personne dépressive, ah bah, elle a plus de libido», ou ça peut être une augmentation de la libido, de la masturbation, pour compenser le trouble dépressif. Comme chez les personnes dépressives, tu vas avoir une augmentation, de l'appétence pour le sucré, pour surcompenser, le versant thymique, quoi. Donc c'est documenté, hein, donc tu vois, il y a vraiment plein de trucs à qu'à étudier. Et donc Sandra, la médecin avec qui je travaille est sexologue. On a tenté atelier sexo avec le groupe Femmes du Carude, mais public peu preneur. Il faudrait qu'on pense à un truc adapté tant Carude. Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, alors la question c'est ça aussi. Est-ce que ce serait intéressant de voir pourquoi les femmes du Carude, bah, ça les intéressait pas, quoi. Est-ce que c'est parce que c'est le Carude et qu'elles voudraient plutôt quelque chose en ville, moins stigmatisant parce que, voilà, là, c'est dans le Carude? Est-ce que,
il y avait pas ça les intéressait pas pour l'instant aussi, peut-être c'est ça. À voir, ouais, effectivement. Et oui, bah, Sophia, je doute pas parce que je crois que tu m'as parlé des pathologies duel à un moment, donc je doute pas que tu recherches, en systématique. Mais, je trouve que c'est bien de le rappeler pour tous les autres, en fait, tu vois? Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là, si elles veulent, se présenter, elles peuvent le faire dans le chat, mais globalement oui, c'est ça. Hem, ouais, bah, mais oui, mais la bipolarité et le TDA, mais bien sûr, mais bien sûr. Et j'avais un usager comme ça que je voyais en consulte, quelqu'un avec un tempérament assez vif, hein, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est son tempérament, il avait, la fin vingtaine, donc tu vois, il s'était construit comme ça. Hem Et puis un injecteur, donc chemsexeur, injecteur, avec, un échappement de la consommation. C'était assez compliqué pour lui, c'était difficile à tenir. Et puis un jour, comme ça, je vais en consulte, quel lapsus, je vais en consulte et il est posé, calme et tout. Puis il me dit: «Ouais, vous savez, Julien, ouais, la dernière fois que j'ai consommé en injectable, c'était il y a 2 semaines. Là, je suis, sobre depuis 2 semaines, je tiens bien, ça se passe bien et tout». Mais hyper posé comme ça, alors qu'avant il parlait super vite, encore plus vite que moi. Et je lui dis: «Ouais, c'est quand même vachement bien et puis, non, vous êtes super et puis en plus, moi je trouve qu'il y a un truc qui a changé chez vous, hein. Vous êtes plus posé, je sais pas, il y a un truc qui a changé dans votre vie». Et il a dit: «Bah, tu m'étonnes Julien, je suis allé voir le psychiatre, il m'a mis sur Ritaline». Ben, putain, je peux vous dire que ça m'a changé ma vie. Et en fait, c'est vrai, alors ça change tout et ça change rien. Ça change tout parce qu'en fait, ça lui a permis d'avoir un arrêt du produit, au moins pendant 2 semaines, d'être sobre, d'avoir pu mettre le produit à distance, ce qui lui était jamais arrivé depuis, des années. Ça lui a permis aussi, ben, de se poser, en fait, parce que, bah, en fait, le TDA, c'est un trouble et qu'en fait, il y a des gens qui en souffrent et que lui, ça lui a permis de, mmh, voilà, de pouvoir se stabiliser tout simplement. Et puis ça change rien parce qu'en fait, bah, c'est toujours la même personne, en fait, hein, il n'a pas été transformé, mais d'une certaine manière, si. Donc c'est plutôt cool et il faut vraiment voir ça parce que ça peut faire des résultats très vite. Et donc Sandra qui nous dit: «C'est parce que le groupe femmes a été approprié par une population non carrée d'excluant les nouvelles». Oui, oui, c'est ça. Oui, bah, oui, mais alors ça, c'est le problème des groupes. Heu, alors pour répondre à Sandra d'abord, c'est le problème des groupes. D'ailleurs, les groupes chemsex, je pense, alors recommandation ou pas, mais c'est bien au tout début, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on fait un groupe. Avec les chemsexeurs qui sont en pause, en questionnement, et ceux qui sont, en conso. Mais après très rapidement ils le disent. Ils disent: «Oui, bah, en fait nous, enfin ceux qui arrêtent de consommer, ils disent: «Bah, c'est un peu compliqué quand même de même si ça fait du bien d'être ensemble, mais c'est un peu compliqué quand même de parler du produit, alors que moi je suis en pause et que le copain lui, il va aller après, à une partie». Donc le mieux c'est quand même effectivement de cloisonner un peu, malgré tout. Alors je parle chemsexeurs, mais de ceux qui arrêtent ou ceux qui sont, en arrêt, en situation d'arrêt, ceux qui sont en situation de consommation et puis les autres qui sont en questionnement, ils peuvent aller un peu où ils veulent, mais effectivement, il faut un peu couper les 2. Et effectivement, bah, pareil, souvent les gens qui s'approprient le groupe, c'est pas forcément ceux pour qui on avait prévu de le faire, donc c'est un peu compliqué, je comprends. Et pour revenir sur ce que dit Sophia, sauf qu'ils n'aiment pas vraiment la sensation d'être comme ça. Hem, oui, alors ça, j'entends souvent ça dans le trouble bipolaire avec les gens, qui sont en hypomanie ou en manie, mais globalement, je l'entends quand même vachement moins dans le TDA, hein. Enfin, je sais pas toi, mais le TDA, souvent les gens disent, ben, ils arrivent à se concentrer, ils arrivent à se poser, ils arrivent à faire des activités, à avoir des amis, enfin, heu, être beaucoup plus stable. C'est vrai que dans le trouble bipolaire, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et en tout cas pour les tirs, tu vois que c'est compliqué. Non mais oui, alors dans le trouble bipolaire, on voit ça effectivement. Hem Et après ça dépend de la gravité du trouble aussi. Ils sont plus mous? Ah ouais, OK. Bah, oui, ça peut arriver aussi. Après, c'est aussi le deuil de beaucoup de choses, en fait, finalement, hein. Parce que tu des gens, enfin, ils ont compensé leur TDA pendant des années et puis, en fait, un jour, on leur dit: «Bon, bah, il y a Médecine Finida qui existe» et puis ils en prennent et puis, en fait, ça change un petit peu de choses. Moi, ce que je fais souvent, j'appuie vraiment dans le TDA, hein, j'appuie vraiment sur la progression. Parce que je dis souvent, hein, on s'habitue au luxe, hein. On s'habitue au miracle, hein. Sur le TDA, c'est le début, c'est un miracle et puis, en fait, on s'habitue: «Ouais, non, machin, c'est pas si bien». Souvent, j'appelle les gens: «Non, mais souvenez-vous, il y a 1 an, souvenez-vous, il y a 6 mois, souvenez-vous, machin. Ah ouais, c'est vrai. Ah non, c'était catastrophique. Ouais» et là: «Ah non, c'est quand même vachement mieux.
Ouais, ouais, d'accord, donc bravo à eux, on les félicite et tout, tu vois? Enfin voilà, tu sais faire, mais souvent je leur rappelle: «Non mais vous vous souvenez comment vous étiez avant là? Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison et tout, c'était une dinguerie» et donc du coup, ça leur permet aussi de se dire: «Ouais, c'est vrai, c'est le luxe en fait». Oui, ils aiment la sensation d'énergie constante. Alors, mais ça à la limite, c'est pas c'est enfin, moi ça me choque pas, enfin je veux dire, c'est plutôt ils ont raison en fait, ils ont carrément raison. Moi je m'appuie surtout heu, sur ce qu'ils ont enfin, sur ce qu'ils voulaient plus. Genre, bah, en fait, j'ai acheté 3 bagnoles en 1 semaine, enfin pour ceux qui ont, une manie. Mais, ceux aussi qui disent: «Bah, ouais, je dormais pas à un moment, avec mon compagnon, ma compagne, ça a failli j'ai failli me séparer». Enfin, j'appuie sur les choses, en fait, qui ont changé positivement pour eux. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est aussi, là, ils font le deuil non seulement d'une énergie, mais, d'un truc qui est effectivement un petit peu plus mou, mais aussi d'un produit. Mais c'est comme mais bah, c'est comme dans le chemsex, hein, pour prêcher pour ma paroisse où, tu as une sexualité qui est complètement, qui est décrite comme complètement, augmentée par les produits, dans une sorte de truc complètement fou au niveau des émotions, des sensations, tu as l'impression de faire qu'un avec l'autre personne, tu as des rapports sexuels sur 48 heures tout un week-end et tout, c'est absolument incroyable et puis en fait, ils retournent à une sexualité de base qui est un peu, bah, où ils s'ennuient un peu quoi. Ils le disent, hein. Enfin, ils s'ennuient. Et en fait, quand tu creuses, en fait, tu te rends compte d'un truc, et c'est qu'ils le disent, hein, ils disent, «Ouais, je m'ennuie et tout». Mais en fait, ils vont aussi consommer les produits pour s'exciter, parce que sur des sites comme Grindr et tout, bah, c'est le supermarché qu'en fait, il y a pas d'excitation, il y a pas de séduction, il y a pas, d'activation de la libido. C'est, «Salut, ça va, est-ce que tu baises?» quoi. C'est littéralement, c'est ça, quoi. Donc, j'avais un usager qui me disait: «Bah, en fait, moi, oui, en fait, je consomme parce que, ben, le mec qui m'envoie un message: «Salut, tu baises?» ben, il faut se motiver, hein, en décembre, à Lyon pour prendre le métro, voilà, mettre ses chaussures, enfiler un pantalon et puis, aller voir un mec qui est pas hyper, bah, voilà, qui nous dit que ça, bah, on a intérêt à être excité. Mais bon, on ne l'est pas, mais bon, on a quand même envie. Donc bon, on prend un produit pour se motiver un petit peu, quoi. Parce qu'il y a plus, toute cette phase un peu de séduction, et c'est vrai que le sexe justement, bio, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sans produit et ben, en fait, ils s'ennuient. Ils le disent, donc ils sont obligés de le redécouvrir. Mais oui, oui, enfin, moi je questionne bien le trouble thymique, enfin c'est dingue, hein, mais s'il y a d'autres gens qui nous écoutent, des cliniciens, posez bien la question et pas que de la dépression, parce que je pose la question de la dépression, alors souvent ils vont dire: «Oui, il y a passage à vide, dépression» et ils vont nous décrire à un moment ou à un autre un épisode dépressif caractérisé. Mais vraiment, à un moment quand on parle des phases hautes et ben, on est surpris en fait, parce qu'il suffit de poser la question et là on se dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est pas qu'une dépression quoi. En fait, il y a d'autres choses». Et effectivement, les produits, mais ça tu le sais bien Sophia, hein, et même Sandra aussi, hein, les pathologies duelles, c'est ça, c'est, les produits écrêtent, les phases hautes, repoussent un peu les phases basses et en fait, on passe sous les radars, il y a plein de trucs qui passent sous les radars, en fait, hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour les 5 P, je vais regarder Sophia, si j'ai pas un lien à vous faire parvenir, mais c'est sinon c'est 5 P. Alors c'est en anglais, heu mais par contre, enfin, tu peux les traduire facilement en français, hein. Heu, Tiens, je vais te mettre un lien. De toute façon, vous tapez 5P, sexual heals sur Google et vous tombez sur un truc, vachement bien. Le premier lien, hop. Mais que je vous mettrai en commentaire le lien. Oui, voilà, je vais faire ça, comme les youtubeurs. Je vous mettrai le lien, en commentaire. Hop et alors Sandra: «C'est compliqué d'avoir de nouvelles relations sexuelles sans produit. C'est clairement fade, c'est le plaisir qui est difficile à retrouver. C'est clairement mon problème après des années de relations sexuelles sans produit, on a intérêt à travailler autour de cette» oui, mais complètement et en fait, c'est tout l'enjeu et moi j'avais un usager, une fois il m'a raconté et il était dans le questionnement quand même, hein, il était bien dans les produits depuis longtemps et je lui ai reposé la question. Je lui ai dit: «Bah, écoutez, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de rapport sexuel sans produit?» et là il me dit: Ah bah si, j'en ai eu un il y a 2 semaines». Je dis: «Bah alors?» Il me dit: «Bah c'était vachement bien». Je dis: «Ah ouais et tout?» Il dit: «Ouais, ouais, c'était un inconnu comme ça, enfin on s'est regardé machin,
On se suit dessus, machin, bam, il m'a pris dans un couloir, enfin, un truc complètement, hot. Et je dis: «Bah, c'était bien». Il me dit: «Mais ouais, c'était génial et tout et puis, bah, vous avez une érection, machin et tout?» «Mais ouais, grave, ça a fonctionné, machin et tout», et j'étais super excité. Et en fait, de fil en aiguille, mais il m'a dit comme d'autres. En fait, il m'a dit: «Bah, ouais, en fait, moi, quand je vais sur Grindr, le mec, surtout qu'il me demande, c'est la taille de mon machin et puis, où j'habite, quoi». Et c'est ce truc, en fait, il y a pas d'excitation, il y a pas de regard, il y a pas de machin. Donc en fait, il dit: «Bah, moi, en fait», mais comme les autres, il dit: «Bah, moi, je consomme un produit pour être un peu chaud, pour être un peu excité, parce que j'ai envie d'avoir un rapport sexuel». Mais sinon, en fait, hem, il me dit: «Oui, enfin, je peux retrouver ça», enfin, comme une sorte de révélation, quoi. Là, c'était un truc, c'était comme ça, fortuit. Il peut retrouver ça, mais c'est hyper compliqué. Nous, ce qu'on avait fait, chez Edge Lyon, c'était des week-ends off, un peu sur les modèles des week-ends, enfin à l'époque, je dis ça, c'était il y a plus de 20 ans, plus de 20-30 ans, où les personnes séropositives au VIH, avec les traitements antirétroviraux lourds, à l'époque, elles étaient fatiguées, on les amenait à la campagne se reposer. On a fait un peu la même chose avec les sexeurs, on les met un peu au vert. Lors d'un week-end, voilà, on prend soin d'eux, on fait des ateliers, j'ai participé à ça, il y avait des soignants, des infirmières d'ailleurs d'un CARUD. Et en fait, l'idée c'est qu'ils soient sobres, qu'ils consomment pas et qu'ils puissent questionner un peu leur consommation. Donc il y a un sexologue qui est venu et on a parlé d'excitation où en fait, l'idée parfois les gens disent: «Ouais, ben, en fait, enfin voilà, il y a plus rien, il y a que le produit qui permet d'exciter» et puis en fait l'idée c'est lui ce qu'il dit c'est un truc tout simple, c'est: «Exercez-vous dans votre tête». Vous imaginez le beau gosse dans l'ascenseur, nin et puis en fait masturbez-vous et pensez à ça et en fait lui disait: «Voilà, il faut relancer la machine». Alors pas avec du porno, parce que c'est un peu la solution de facilité. Je dis pas que c'est le mal, mais c'est un peu la solution de facilité. Mais c'est dire, reprenez le contrôle de votre corps, touchez-vous, caressez-vous et en plus pensez à des trucs, imaginez. Il faut que vous imaginez des choses qui vous fassent plaisir, voilà. Et c'est en fait par l'imagination que vous allez pouvoir reprendre un peu le contrôle, de vos fantasmes, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous anime un petit peu. Voilà, lui, c'était son exercice. Donc c'était vraiment, c'est un exercice sexologique quoi en fait. Elle disait: «Ben, faites ça». Mais effectivement, c'est pas évident. Alors alors aussi, pour l'anecdote, je sais qu'il y a, un chemsexeur qui a arrêté, qui est devenu, complètement sobre parce que voilà, pour lui, c'était, trop compliqué de continuer le chemsex et c'était trop à risque et et qui fait, ce qu'on appelle du shibari, donc du shibari, du bondage quoi, hein, donc qui s'attache. Enfin voilà, c'est un truc un peu complexe, cérébral, s'attacher, il y a un côté excitation et tout, bon, mais enfin c'est des trucs mais c'est hyper, c'est pas dangereux, hein, c'est hyper, il y a même un prof et tout, enfin c'est fait de manière très sérieuse, hein, c'est pas un truc, où on fait des nœuds dangereux. Donc vraiment il fait ça de manière très sérieuse et il est très heureux là-dedans. Voilà. Donc après, à chacun de trouver sa voie sans produit en tout cas, hein. Et pour le lien, pas de problème. N'hésitez pas, les 5 P, c'est un truc tout simple. Si vous savez pas parler de santé sexuelle et que vous estimez, et en fait vous avez raison, que vous pensez que vous êtes légitime à en parler et on se dit: «Qu'est-ce que j'explore? Quelles sont les questions que je pose?» Bah, ça peut vous aider à brosser un petit tableau que vous pourrez mettre après dans vos transmissions, dans le premier entretien par exemple. Hem et puis voilà. Alors je sais que les patients, alors en psychiatrie notamment, moi je pose la question comme ça permet d'ouvrir un peu le débat et de les rassurer. C'est de dire, est-ce que comme beaucoup de gens, qui consomment, des neuroleptiques, vous rencontrez des problèmes avec votre santé sexuelle? Parce que déjà, quand on dit est-ce que comme beaucoup de gens, ce qui est vrai, hein, c'est les neuroleptiques, c'est, 40 à 87 selon les études, hein, de troubles liés à la santé sexuelle, hein, à cause des neuroleptiques. Donc c'est pas un mensonge, hein. Et donc de dire: «Est-ce que comme beaucoup de gens?» déjà: «Ah moi non mais il y a beaucoup de gens?» «Ah écoutez, oui, non, il y a une majorité de gens qui ont des problèmes». «Ah ouais, donc je suis pas seul?» «Non, vous n'êtes pas seul». «Ah bah parce que moi j'ai ça». Donc en fait, ah bah oui, bah typiquement oui, oui, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Et ça les rassure en fait, ça leur permet d'en parler en se disant: «Je suis pas tout seul avec ça». Heu, donc moi je pose souvent la question en disant: «D'abord, est-ce que comme beaucoup de gens, vous avez des problèmes, liés aux neuroleptiques?» Et alors ça peut être fait aussi avec les produits. Est-ce que comme beaucoup de gens qui ont une consommation de produits psychoactifs, vous, rencontrez peut-être des problèmes ou des difficultés liées à dans votre vie sexuelle, liées aux produits? Bah, peut-être que la question posée comme ça va permettre d'émerger autre chose.
Ah bah, de rien, hein, bah, de toute façon, c'est pas oui, voilà, je leur demande s'ils ont des effets secondaires sur la santé sexuelle, des traitements et du coup, ils en parlent plus facilement. Oui, 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 et alors Sophia, je me demande s'il y a pas une échelle, faudrait regarder ça. Alors je la connais pas par cœur, mais je crois qu'il y en a une, il faut que tu regardes sur PubMed, une échelle, de critères d'évaluation, de la santé, enfin de la santé sexuelle et de l'addiction sexuelle et par contre, j'ai regardé un truc, parce que du coup, je me suis acheté ça. J'avais l'autre, mais je me suis acheté le nouveau. J'ai fait mon petit caprice. Comment ils définissent parce que ça aussi tu peux alors les gens vont dire: «Ouais, le DSM-5 nin moi j'aime bien le DSM-5. Test de Carnes, OK, très bien. Hem, le DSM-5 a le mérite, bah, de poser quand même les choses de manière un peu distincte et plutôt bien. Alors, je regarde pardon, c'est le mini DSM-5 TR. Moi, j'avais le mini DSM. Maintenant, j'ai acheté le mini DSM-5 modifié, en fait, hein. Hem, bah, voilà, enfin, moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir le mini DSM. Moi, je bosse avec. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas, qui vont te dire que nanana, le DSM, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est bien, ça a le mérite d'exister et d'offrir un langage harmonisé et d'organiser la pensée, ce dont j'ai besoin très souvent. Donc et je regarde dans les troubles paraphiliques, heu, parce que je ça aussi, il faut réussir à dissocier le trouble paraphilique, heu, de l'addiction sexuelle. Hem Et troubles des conduites, non, 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 non. Alors je regarde en même temps, hein, ce qui est pas mal dans le petit DSM, je fais la pub, mais c'est qu'il est pas cher. Il y a, quasiment tous les diagnostics dont tu as besoin dedans, hein, donc c'est très bien et je regarde dans les troubles ta 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 ta, troubles dissociatifs, voilà, 227. Oui, c'est quand même pas mal, enfin, c'est quand même bien pratique le DSM, hein. Après, est-ce que Sophia, dans ton unité, il y a, des psychologues ou peut-être même des infirmières, hein, qui proposent de la TCC? Je sais pourquoi je pose la question. Le gros DSM, il est plus détaillé, c'est tout. Mais en fait, pour bosser, tu as besoin que de celui-là, hein. Après, si tu veux t'acheter le gros DSM machin, il y a pas de problème. Mais très sincèrement, pour notre pratique, on a besoin que de celui-là, hein. Ah, attends. Alors, je regarde un petit peu. Tot, 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 tot. Tu sais pas ce qu'elle propose. En fait, ce qui est pas mal quand même, dans l'addiction sexuelle, enfin, pour le reste aussi, hein, c'est la TCC. La TCC, c'est pas mal. Hem, parce que ça permet en fait de travailler la question de, ben, peut-être, hein, mais ça dépend des patients, mais peut-être aussi de la question de l'acte sexuel, comme gestion et régulation des émotions. Après avoir parce que souvent les patients, enfin souvent, on voit notamment ça dans l'alcool, hein, les patients, ils sont, alexithymiques, ils ont du mal à identifier leurs émotions, à les exprimer. Donc du coup, la question de la sexualité, c'est aussi, est-ce que c'est pas quelque chose pour eux qui fait un peu de tampon avec les émotions, qui permet de les réguler. Donc c'est tout ça en fait que la TCC permet de voir, c'est pourquoi à un moment il y a une pulsion sexuelle, il y a une envie à assouvir, et pourquoi éventuellement il y a une prise de risque. Et ça permet de voir ça. Il y a des traitements aussi qui existent. Il y a des traitements, je sais par exemple, pour travailler au CRIAFS, hein, on travaille notamment sur les paraphilies, hem et heu et
le premier, alors, en première ligne, c'est la TCC justement, hein, la thérapie en groupe et seul, notamment pour les troubles, pédophiles. Mais ce qui se passe aussi, c'est que le premier traitement, la première molécule en fait, c'est des ISRS. Voilà. On commence à avoir des preuves que les ISRS fonctionnent bien dans les troubles paraphiles. Donc dans la régulation de la sexualité aussi, ça peut éventuellement avoir un effet. Heu, je regarde un petit peu dans le DSM, dans les, troubles mentaux, il est assez précis celui-ci, hein, au niveau des troubles. Mmh, 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 mmh. Troubles mentaux, non, il y a pas. Ils mettent jeu pathologique, jeu d'argent, mais ils ont pas mis, faudrait que je regarde. Si tu veux, je regarderai, pour la définition, vraiment comment caractériser. Mais déjà, si tu as le questionnaire que tu passes, le test de Carnes, c'est vachement bien, c'est déjà super. Si tu passes avec les patients alors. Je regarde l'heure qu'il est. Effectivement, si vous êtes OK, je vais vous dire quelques mots sur ma thèse, très rapidement. Alors en fait, que vous dire? Donc oui, donc je suis IPA depuis juillet, de l'année dernière, mention psychiatrie santé mentale. Hem, donc Sandra est maintenant ma consoeur et je la félicite encore une fois, je suis vraiment content, c'est cool, c'est cool. OK, merci Sophia. Donc moi ma thèse, donc je la fais à Saint-Étienne, voilà, avec, le docteur, Élise Véraud qui est, voilà, docteur en santé publique et responsable du département de sciences infirmières, de la faculté de médecine de Saint-Étienne. Donc moi, je souhaite faire ma thèse en sciences infirmières, voilà, comme on peut le faire maintenant avec la CNU 92. Une thèse, c'est quoi? C'est 3 ans, normalement, que tu dois justifier d'un financement. Donc moi, effectivement, donc, c'est une thèse, enfin, financement professionnel, hein, je travaille à côté, mais j'ai un temps pour ça puisque c'est un temps de recherche, en fait, finalement. Et donc l'idée sur 3 ans, c'est que la première année, elle est dédiée à une revue littérature sur ton sujet. Donc moi, je l'ai fait sur la question, des représentations des soignants vis-à-vis de la santé sexuelle et affective des personnes avec un trouble mental sévère. Donc c'était un peu le sujet de ma première étude d'ailleurs aussi. Mais là, j'ai fait une revue de littérature, donc j'extrais des données, je regardais les articles qu'il y avait sur le sujet. Hem, donc voilà. Heu et là, je suis en train de soumettre cette revue de littérature. Donc la première année, elle est dédiée à ça, à la revue de littérature et à la soumission de la revue de littérature. Ensuite, les 2 ans restants, pour pouvoir présenter ta thèse, il faut justifier de 2 études menées, dont une qui a été publiée et l'autre en cours de réalisation et publication. Voilà. Donc la thèse, c'est d'abord et avant tout, 3 travaux de recherche finalement. Donc ouais, gros travail la revue de littérature, mais bon, on aime ça, mais c'est un gros travail. Donc voilà, la thèse, c'est ça. Donc moi, ma thèse, elle va porter sur quoi? Elle va porter sur le chemsex, mais une fois qu'on s'est dit ça, on n'est pas plus riche. Donc en fait, elle va porter sur le chemsex et la question, des violences sexuelles. En gros, c'est ça. Pour l'instant, voilà, pour vous donner un sujet, un peu précis, l'idée c'est comment, c'est pourquoi à un moment donné, il y a du chemsex, enfin il y a des violences sexuelles qui sont générées dans le chemsex. Heu et puis, ben, la question sous-jacente, c'est, ben, pourquoi à un moment, bah, il y a des parties de chemsex qui se passent super bien, il y a pas de violence, il y a pas de problème et puis qu'il y en a d'autres où ça se passe moins bien et comment on fait pour faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde? C'est un peu ça l'idée. Et je vois que Sandra, elle enchaîne aussi sur une thèse en sciences de l'information et de la communication sur l'utilité des groupes d'entraide sur Facebook en addictologie. Ce sont les nouveaux groupes de parole, mais tellement d'accord avec toi, mais tellement d'accord, mais c'est dingue, c'est super, c'est vraiment super. Bon, bah, voilà, hein, de toute façon, on se met dans la thèse, donc on est des thésards, quoi, hein, alors c'est rigolo, maintenant je peux dire que je suis doctorant, bon, je m'en rends pas compte, donc c'est pas bon, c'est pas très grave, hein, tant que je fais le travail, tant que le travail il est fait, comment je m'appelle, on s'en fout, quoi. Mais, mais voilà, donc c'est un gros travail, c'est un travail que je fais, voilà, conjointement avec, mes travaux de recherche, à l'hôpital et on verra ce que ça donne, hein. Mais voilà, je voulais faire ça parce que ça me semblait intéressant puisque de toute façon, je vais continuer dans la recherche, puisque nous, en tant qu'IPA, on peut avoir, un temps de recherche dédié, pardon.
Hem, heu, donc du coup, c'est cool, mais Sandra, mais c'est super, mais oui, tu savais pas, ben, mais en fait, oui, moi aussi pour d'autres raisons, mais en fait, c'est ouf, mais bah, c'est gratifiant et puis en fait, c'est un peu une reconnaissance du taf qu'on fait en recherche. C'est ça. C'est de dire, bah, voilà, on fait de la recherche finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste au master? Est-ce que bon, on prend quand même, le temps de faire une thèse? Moi, je voulais prendre ce temps-là quand même. Heu, on apprend beaucoup, oui, non et oui, c'est sûr, mais après je pense qu'on apprend beaucoup sur nous, en fait. Parce qu'on apprend toujours, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est plutôt cool, enfin et puis te centrer sur un sujet comme ça, te concentrer, non, c'est vraiment, heu, c'est ça, ça sert à quelque chose aux personnes qu'on accompagne et puis, hem et puis quand même ça te permet de te faire un peu les dents sur un sujet que tu aimes bien, tu vois? Qui t'accompagne pendant 3 ans. Donc ça, c'est cool, c'est un peu, une obsession saine, si j'ose dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis, mais c'est plutôt cool. Mais en fait, finalement, c'est ce que beaucoup de gens font déjà, d'infirmiers et tout font déjà, hein, il y a des infirmiers qui participent à la recherche, qui écrivent des articles. Ben, c'est un peu la suite logique de ça et moi, j'incite tous les infirmiers qui ont envie de faire une thèse à en faire une. C'est pas fait pour les génies ou les co machins, c'est juste fait pour les gens qui ont envie de faire une thèse, point. Exactement, exactement. Oui, oui. Oui, oui. L'hyperactivité, tout à fait. Donc heu, donc voilà et puis ce qui est cool, c'est que ça permet aussi de faire un pas de côté, la thèse et de pouvoir après présenter nos recherches dans des congrès, les présenter dans des colloques, des conférences, d'échanger avec plein de gens du monde entier, si tu fais un truc à l'international, enfin, voilà, ça c'est cool parce que ça permet aussi de vraiment de baigner dans d'autres pratiques, de confronter les choses et c'est plutôt cool, en fait. Donc voilà. Moi je regarde l'heure qu'il est. Moi ouais, prendre de la hauteur, mais exactement. De dézoomer un peu et puis de et puis dans la clinique, on en a besoin de dézoomer un peu de temps en temps. Moi, écou je vais finir là parce qu'il est bientôt midi et j'avais dit midi. Donc je vous remercie, heu, pour votre présence. C'était vraiment cool. Merci pour vos questions. Ce qu'on va faire, c'est que je sais pas comment je vais faire en fait, je connais pas YouTube, mais je vais rogner, un peu parce que par exemple, là, il y avait 5 minutes, avant de commencer, ça emmerde tout le monde, donc je vais rogner le replay. OK? Ce qu'on va faire, c'est que je rognerai peut-être un petit peu à la fin, là où j'hésitais machin. Mais, dans tous les cas, merci d'avoir participé. J'espère que ça a été utile, que ça a été pratique. Enfin, ouais, franchement, j'espère que ça a été utile. Que ça a pu vous aider et que, bah, surtout, ben, dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir, «Ah, j'ai essayé les 5 P et tout», voilà. Si vous avez envie d'un autre live, j'en ferai d'autres parce que j'ai un peu de temps. Par contre, essayez de peut-être de me suggérer dans les commentaires les sujets que vous avez envie d'aborder. Là, j'ai fait chemsex parce que c'était un truc que je maîtrisais et que j'avais pas trop peur pour mon premier live, je me suis lancé là-dessus, voilà. Mais on peut parler de la psychiatrie de manière générale parce que bon, quand même, on reste des cliniciens en psychiatrie et que, et que il y a 1000 sujets sur la psychiatrie. Donc n'hésitez pas. Et bah, écoute, Sophia, tu pas, tu dis à tes collègues de venir, tu dis que c'est sympa, qu'il y a la bonne ambiance et que voilà, on fait ça. Je vous remercie vraiment et voilà, ben, il y aura le replay, il y a pas de souci et puis je vous dis à très bientôt et surtout, ben, passez un bon week-end et bah, de belles vacances d'été si vous en avez. Je vais arrêter la diffusion, je vous dis au revoir et puis, à très bientôt, j'espère. Bah, merci à vous. Non, vraiment merci à vous, c'était cool et c'est grâce à vous que c'était cool. Comment on fait pour communiquer avec moi? Ah! Alors sur YouTube, j'ai laissé mon adresse mail, mais je vais la relaisser là, tu vois? Hop, hem, hop, comme ça tu peux communiquer avec moi, tu peux m'envoyer un mail si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu pas. N'hésitez vraiment pas, hein, ça me prend 5 minutes, hein, de regarder un truc, là, que je vous l'envoie, il y a pas de souci. Et puis, bah, sur LinkedIn, tu tapes Julien Martinez, tu me trouves sur LinkedIn. Puis de toute façon Sandra, oui, nous on se suit sur les réseaux depuis un certain temps, donc il y a pas de problème, hein, on va continuer à se suivre et je vous dis, ben, passez une bonne journée. Salut.